Merci pour votre accueil. Donc, c'est le sujet de mon dernier livre, Où trouver la force. Et l'idée, c'est d'abord de déconstruire ce qui parfois est la première réponse qui vient au sens commun. Mais là, avec vous, je pense que je vais prêcher des convaincus. C'est que quand la première réponse, c'est il faut trouver la force en soi, trouver la ressource de volonté, se battre, être résilient, ça peut être très problématique comme première réponse. Et d'ailleurs, ça peut aussi être un peu la double peine si on se sent fragile et qu'en plus on subit l'injonction de devoir trouver la force en soi. Mais au-delà du problème de l'injonction, le problème, et je pense que on va avoir un temps d'échange, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez, c'est que souvent, ça fait obstacle. Cette réponse, elle fait obstacle à ce qui serait crucial pour retrouver de la force, qui est de savoir se tourner vers les autres et de savoir reconnaître qu'on n'est pas tout puissant, de savoir reconnaître qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin des autres, qu'on a besoin de soins, qu'on a besoin de la présence des autres, qu'on a besoin des bonnes relations avec les autres et que presque c'est la première réponse qui devrait venir. Où trouver la force? D'abord dans une qualité de relation et pour ça, en sachant reconnaître, j'ai besoin de toi car je n'y arrive pas. Et donc, très simplement, c'est presque du bon sens, hein, mais en même temps, le bon sens répond souvent le contraire. Bah, ce qui va faire barrage à cette attitude de savoir demander de l'aide, c'est l'idée que je peux m'en sortir tout seul. Mais pire que ça, que c'est mieux si je m'en sors tout seul. Alors ça, il faudrait des heures pour essayer de comprendre d'où vient cette idée. Mais elle est très présente. Je suis sûr que vous avez tous, dans votre entourage, professionnel ou familial ou amical, des gens qui vraiment pensent comme ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où ça sort, mais ils pensent que c'est mieux, je vais m'en sortir tout seul. Or, c'est totalement en contradiction avec tout ce qu'on sait de l'animal humain, avec tout ce qu'on sait d'un point de vue anthropologique, avec mais tout en fait. L'humain ne s'en sort pas tout seul. En fait, jamais. Et d'ailleurs, surtout pas au début. Je vous rappelle que toutes les théories de l'attachement de Amy Werner, qui ont été vulgarisées par Boris Cyrulnik. Mais bon, pour faire simple, en fait, c'est comme si vous aviez un petit bébé, quoi, et qu'il avait déjà la parole. On lui dit comment tu vas trouver la force, toi qui es né trop tôt, la néoténie, prématuration de la naissance, toi qui ne sais pas parler, qui ne sais pas te faire comprendre, toi qui ne sais pas marcher, vraiment complètement impotent, à la différence du poulain qui au bout d'une demi-heure arrive à trotter. Eh ben comment tu vas trouver la force? Et imaginez que ce nouveau-né dise en moi. Ce serait ridicule. Eh ben, c'est exactement aussi ridicule avec un homme de 40 ans. Je trouve en tout cas. Et d'ailleurs, on sait que ça va venir des autres. D'ailleurs, euh, des autres, pas simplement en tant qu'ils sont capables d'apporter de la nourriture, ou un lit, ou de l'eau, mais plus encore en tant qu'ils sont capables d'apporter du soin, de l'attention. Et vous connaissez toutes ces études, notamment sur l'hospitalisme, où en fait il y a des enfants qui n'ont pas pu se développer, alors qu'ils avaient à manger, à boire et des lits, et même des médicaments, mais il n'y avait pas de lien humain, et ils se sont pas développés, notamment dans cet orphelinat roumain. Donc voilà, c'est complètement faux et complètement dangereux de dire je vais me battre tout seul, je vais trouver la force tout seul. Il faut d'abord se tourner vers les autres. Je vous rappelle aussi, tout ça je pense que vous connaissez, que sans même parler de la force, la conscience de soi, au moment du stade du miroir, donc vous connaissez sûrement toutes ces études sur le stade du miroir, c'est la première fois que l'enfant, le petit enfant, se reconnaît au miroir. Alors c'est complètement validé aussi bien par les sciences exactes, les neurosciences, que par la psychanalyse lacanienne, pourtant susceptible de débat. En tout cas, tout le monde est d'accord que la première fois que le petit enfant se reconnaît au miroir, il interroge des yeux l'autre être humain qui est là, et qui en général le brandit, parce qu'il est tout petit, devant le miroir. Et de ses yeux, il pose la question, est-ce que c'est moi? Et la réponse, si l'adulte est normal et bienveillant, c'est oui, c'est toi. Donc, il y a déjà entre moi et moi-même, avant même de chercher de la force,
au moment de chercher la conscience de soi, un passage par autrui. Donc voilà, ça va dans tous les sens, mais en aucun cas ça se passe entre moi et moi. En aucun cas c'est en moi que j'ai la conscience. En aucun cas c'est en moi que j'ai la force. Et évidemment, on va aujourd'hui beaucoup plus loin avec les travaux du neuroscientifique Jaak Panksepp, qui montre que non seulement pour trouver la force, il faut que les autres prennent soin de moi, donc en plus des besoins primaires, où il y avait boire, manger, dormir, et puis la sexualité pour l'espèce, il y a eu cet ajout du temps des théories de l'attachement, que c'est un besoin primaire pour que j'aille bien, qu'on prenne soin de moi, pas simplement qu'on me donne à manger, à boire et des médicaments, donc ça devrait vous parler, mais surtout, mais en plus, on a découvert qu'il faut que je prenne soin des autres pour trouver de la force en moi. Et que le fait de prendre soin de l'autre, autre humain, mais aussi un chat, des fleurs, un jardin, c'est complètement décisif pour se rétablir. Alors, vous connaissez ça mieux que moi, j'imagine, vu votre quotidien, mais c'est complètement dingue. Et ça a été rangé par ce neuroscientifique, Panksepp, dans les besoins primaires, au même titre que boire, manger, dormir, qu'on prenne soin de moi, on ajoute maintenant que je prenne soin des autres. Et qu'on a 1000 exemples de gens qui sortent, ils ont vécu un enfer dans la maladie, dans le deuil, dans l'humiliation sociale, et à un moment, ils vont prendre soin de quelqu'un. Regardez Yannick Aleno, le cuisinier, le grand chef, dont l'enfant est mort, écrasé par un chauffard. Il s'en sort uniquement parce qu'il prend soin des autres et qu'il milite pour que les chauffards soient interdits de route, punis, ne récidivent pas, etc. Il tiendrait jamais sans ça. Il prend soin des autres. Et donc ça rend la réponse première, oui, je vais me battre, je vais trouver la force en moi, encore plus saugrenue. J'ajouterais que dans ce... Mais je sais ce que vous vous dites, c'est que malgré tout, il y a des ressources personnelles. Et vous avez raison, mais on va y venir après. Parce qu'il ne faut pas commencer par ça. Et ma thèse, c'est que le chemin pour aller trouver ces ressources personnelles, il est indirect. Mais on va le trouver. Mais si on commence par ça, on va pas le trouver. Et je vais encore plus loin quand je dis chercher la force dans les autres, dans une qualité de relation, en se tournant vers les bons autres, les aidants, les médecins, les psys, les thérapeutes, mais aussi les amis. Et puis, se tourner vers les bons autres pour trouver la force, ça veut dire aussi se détourner des mauvais autres. Et évidemment, savoir trancher les liens qui se sont avérés toxiques. Parce qu'il y a des liens toxiques, et il y a des autres qui me prennent ma force. Et donc, encore plus que d'aller chercher dans les bons autres, que de trancher les relations avec les mauvais autres. Alors attention, il faut se méfier de cette invitation à se détourner des liens toxiques. Hein. Il ne s'agit pas, dès la première minute, de trancher le lien dès que la personne nous a fatigués. Mais d'observer de manière hegelienne, je vais vous expliquer pourquoi c'est Hegel qui dit ça, ce que produit une relation. En fait, une relation amoureuse, amicale, avec un thérapeute, avec un aidant, en fait, ça produit des choses objectivement. Donc, soit ça produit objectivement de la joie, soit ça produit objectivement de la curiosité, soit ça produit objectivement de la connaissance, et ça peut aussi produire objectivement de la tristesse, produire objectivement un rétrécissement du champ social. Et donc, on observe souvent des gens qui disent, oui, bah, je vois bien que cette rencontre, elle est peut-être un peu toxique parce que, par exemple, si c'est une femme qui rencontre un homme un peu possessif, jaloux, oui, bon, c'est vrai qu'il m'interdit de voir mes copines parce que c'est l'heure où ils rentrent du boulot, mais quand même, on vit un amour exceptionnel. Donc, ok, dans l'objectivité, c'est pas terrible, mais je sens subjectivement un amour incroyable. Bon, et puis on continue à discuter. Bon, c'est vrai que quand il y a des Noëls ou des fêtes, bah c'est vrai que c'est avec sa famille, pas la mienne, parce que il y a des raisons, mais quand même, je sens malgré que objectivement je vois plus ma famille, je sens que subjectivement je suis aimé comme jamais, et puis ainsi de suite. Et puis c'est vrai que j'ai plus le droit d'aller à mon cours de danse parce que bon, mais je comprends un peu ce que... Donc voilà, à un moment, faut arrêter. C'est-à-dire qu'il faut dire, non, non, c'est pas possible. En fait, objectivement, c'est l'objectivité qui compte. Alors, pas tout de suite. On peut attendre un peu, mais il y a un moment, et Hegel dit, voilà,
c'est une sortie du romantisme. Le romantisme, hein, c'est de croire en la subjectivité pure, l'intériorité. Je sens en toi une valeur immense de peintre, d'artiste. Ben, d'accord, bah, fais un tableau. Invite des gens au vernissage. Trouve un galeriste, trouve des acheteurs. Dans ce cas-là, d'accord. Mais si c'est juste subjectif, on ne peut pas fonder une société là-dessus, ni des relations humaines. Il faut de l'objectivité. Donc voilà, trouver la force dans une qualité de relation. On va plus loin, encore plus loin que en soi, encore plus loin que dans la relation humaine. Bah, il y a dans le monde. Dans le monde. Euh, Parfois, il suffit de s'ouvrir au monde, mais par exemple à la nature, à la beauté de la nature, et on se sent rempli d'une force nouvelle qui est liée au fond au décentrement. C'est-à-dire que j'arrête de chercher en moi et je m'ouvre à plus grand que moi. Alors il y a un très beau livre là-dessus de Henry David Thoreau qui dit tant que j'aurai l'amitié des saisons, rien ne pourra faire de ma vie un fardeau. Et c'est vrai que ça paraît aussi assez simple comme idée, mais en même temps, beaucoup de gens se privent de ça et oublient de s'ouvrir au monde et de trouver une force dans le monde, alors que, en fonction de votre sensibilité, vous pouvez appeler ça la nature, ou la mère nature, ou même le cosmos, ou l'élan vital qui court dans tout le vivant. Mais tout ça, ça donne de la force. Bon, on a compris. Et in fine, ça devient une force personnelle, évidemment. Évidemment qu'in fine, ça devient ma force. Que c'est bien en moi que je vais avoir cette force, mais elle va se sédimenter à partir des relations humaines et à partir des relations au monde. D'ailleurs, on voit bien que parfois, ce qui va rendre possible la qualité de cette relation, ou rendre possible de s'abandonner à une contemplation esthétique qui va nous remplir de force, c'est un abandon par rapport à la force personnelle du vouloir, qui pourtant est la première réponse du sens commun. Il faut se battre. Mais c'est très paradoxal comme réponse, parce que vous avez aussi des gens qui se battent et ça suffit pas. Donc en fait, c'est très paradoxal de dire, quand on a des exemples de gens qui se sont battus avec leur volonté et ça a marché, c'est très compliqué de savoir ce qu'on va faire de cet exemple. En tout cas, on observe qu'à partir du moment où j'ai comme un lâcher-prise par rapport à ma volonté propre, je vais pouvoir m'ouvrir à une qualité de relation ou m'ouvrir à une qualité de contemplation et quelque part, ça va me donner de la force. Ceci étant posé, il y a aussi des forces purement propres et personnelles. Il y a une force d'instinct de survie, dans certains cas. Il y a une force de volonté personnelle, évidemment, que parfois on appelle force de résilience. Mais je crois que c'est un très mauvais mot. C'est un contresens, parce que si on regarde la théorie de la résilience, notamment chez Boris Cyrulnik, elle est quasiment toujours relationnelle. Elle est quasiment jamais une force propre interne, même si c'est ainsi que le sens commun la comprend. D'ailleurs, le sens commun a entendu parler du fait que, oui, ce terme de résilience, il venait de la métallurgie. Quand un métal a eu un choc très profond, très brutal, pardon, il a été tordu, et il a la capacité de retrouver sa forme initiale après le choc. Donc dans ce cas-là, si on exporte ce sens de la métallurgie à la psyché ou à la santé personnelle, on réduit la résilience à une ressource propre. Boris Cyrulnik nous dit ça existe. Il y a des gens, on ne comprend pas en fait. Ils existent, ils sont carrément une minorité, et ils ont une force folle, ils résistent à tout, et on ne comprend pas comment ils vont bien. Mais on peut rien en faire en fait, on peut rien en dire, on peut pas en tirer une sagesse, on peut pas en tirer un art de la relation. On va pas s'en priver quand ça arrive, mais on peut pas compter dessus. Et la résilience, si on regarde sérieusement les travaux de Cyrulnik, elle est, à part ce micro-cas qui est une exception en fait, elle est relationnelle. C'est-à-dire, trois conditions, toujours les trois relationnels. Ai-je été aimé inconditionnellement avant le drame, avant la maladie, avant le suicide de mon mari, avant... Eh ben, si la réponse est oui, ça va être une des conditions de la résilience. Dans ce cas-là, ben, c'est bien relationnel, parce que c'est dans la qualité avec laquelle j'ai été aimé tout petit que je puise une force. Si c'est pas le cas, il y a une autre condition de la résilience possible, qui est de rencontrer un tuteur de résilience. Donc c'est encore une fois relationnel. Dans le cas de Boris Cyrulnik lui-même, bah, c'est son oncle, enfin le mari de sa tante, hein, plus exactement. Voilà, je vous la fais courte, vous connaissez peut-être l'histoire, mais il revenait de l'enfer, il avait 9 ans, il était complètement, presque réanimalisé, quoi.
mutique, aucune émotion, il parlait pas, il avait été ballotté de ferme en centre, et à un moment, sa tante le prend chez lui à Bordeaux, il n'avait pas de famille autre que cette tante, et là, il rencontre Émile, hmm, qui est le compagnon de sa tante. Et ça va tout changer à sa vie. Parce qu'il va avoir envie de vivre pour ressembler à ce mec-là. Il va dire, ok, si la vie c'est ça, lui il aimait le rugby, la science, il était chercheur, les femmes, la bonne bouffe, et il n'était pas génial, hein, c'était pas un chaman, c'était pas il avait pas c'était pas un génie de la thérapie, hein. Mais c'était un mec très sympa, et qui avait quand même un don de ne pas réduire le petit Boris à l'enfer qu'il avait traversé, de ne pas l'essentialiser comme rescapé de l'enfer, et de lui donner une chance d'exister autrement aussi. Ce qui est très intéressant dans le soin, c'est aussi d'avoir une relation où l'autre n'est pas réduit au mal qu'il traverse. Il n'est pas essentialisé, mais tout en étant reconnu comme victime ou comme patient. Donc ça, c'est un art très délicat, que la personne dont on s'occupe soit reçue dans sa complétude, sans être niée dans ce qu'elle traverse, mais sans être réduite à ce qu'elle traverse. C'est le talent du tuteur de résilience. Et Boris Cyrulnik de raconter, bah, c'était un homme assez simple, assez normal, mais qui a produit sur moi des conséquences exceptionnelles. Et ça, c'est génial comme idée. Ça veut dire, bah, il est quand même doué. Parce que quand on voit arriver ce petit Boris, on peut être tenté d'avoir que pitié, de simplement le réduire à ce qu'il a vécu. Et lui, il a su faire autrement. Il faut dire aussi qu'il fallait qu'il se le mette dans la poche, parce qu'il allait vivre avec lui. Et sa compagne l'attend, donc. Et donc, si vous voulez que ça se passe bien, il fallait que donc il le séduisait un peu, quoi. Alors que si on dit juste mon pauvre, on n'arrive pas à... On peut même être rejeté, finalement. Et ben alors, voilà, Boris Cyrulnik s'est dit, mais en fait, si la vie c'est ça, ben finalement, je veux bien vivre. Et il va devenir un savant, lui aussi, et un rugbyman, lui aussi. Donc, deuxième condition de la résilience, encore une fois, relationnelle. Non pas le cliché de la force interne. Et troisième condition de la résilience, relationnelle aussi, trouver, en étant accompagné par un thérapeute, un récit permettant au psychiste de supporter le drame. Et là, c'est un peu manipulatoire, et ça se fait pas tout seul. Et c'est le métier de Boris Cyrulnik, il en parle beaucoup. Moi, quand j'ai entendu parler de ça au début, j'étais un jeune, j'allais dire un jeune con, euh, philosophe, j'adorais la psychanalyse. Et il m'a semblé qu'il faisait de la manipulation comportementale, quoi. Quand il dit non, on va trouver, en thérapie, on va trouver une façon de raconter l'histoire. Et il insistait, ouais, peu importe que ce soit vrai, ce qui compte, c'est que ça marche. Et moi, donc, toute cette jeunesse aveugle, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Il y a de la vérité. Et au fond, de toute façon, le récit qui va marcher, il est un peu vrai. Mais il faut quand même jouer avec ce qu'on sait maintenant des neurosciences. Les souvenirs sont assez vagues, pas très fiables. Et donc, on peut tout à fait, avec un récit travaillé en thérapie, quelque part, produire presque du faux souvenir qui va venir rivaliser avec les vrais souvenirs et on va juste mieux vivre dans la vérité de sa vie en ayant un récit qui permet de supporter le drame. Mais Boris Cyrulnik conclut souvent, de toute façon, celui qui marche, il est un peu vrai. Mais pas complètement. Donc, troisième condition de la résilience, elle est en effet relationnelle parce qu'on ne trouve pas ce récit tout seul. Donc voilà, on a là assez de billes pour que quand quelqu'un refuse d'aller consulter, refuse de se faire aider, refuse qu'on s'occupe de lui, parce que il pense que c'est mieux de s'en sortir tout seul, qu'il va trouver la force en lui, il faut lui dire, écoute, un animal humain, ça trouve pas la force en lui, ça trouve la force hors de lui. Maintenant, la volonté, ça existe quand même. Et l'instinct de survie, ça existe quand même. D'abord, c'est pas grave, on s'en prive pas. C'est pas parce que je vais chercher dans la relation humaine, dans les bons autres, parce que je me détourne des mauvais autres, que je vais chercher dans la beauté du monde, la force, que je me coupe de mon instinct de survie et de ma volonté personnelle. Donc déjà, l'argument que j'entends souvent ne marche pas, parce que ça n'est pas incompatible. Et ensuite, c'est vrai que si on s'intéresse à la volonté, c'est quand même une faculté assez folle. Et que cette volonté, pour le coup, elle est personnelle. Et elle est, dans certains cas, assez éblouissante quand même. Donc, on s'en prive pas. On va avoir une approche tripartite, au fond. Trouver la force dans la relation, trouver la force dans le monde, trouver la force en soi. Évidemment, on peut articuler les trois dimensions.
Sur la volonté, il y a un mystère et il y a un ajustement compliqué. Le mystère, c'est d'où ça vient. Alors, je peux pas, ce serait une autre conférence, mais euh, en Occident, en tout cas, la volonté est souvent présentée comme la reine des facultés. Plus que l'intelligence, très limitée, plus que la sensibilité, très limitée, plus que l'imagination, très limitée. C'est vrai que on n'imagine jamais très loin. Là, je vais pas faire l'exercice maintenant parce que je le fais depuis 20 ans et j'ai toujours les mêmes réponses. Mais si je vous dis, imaginez un truc la plus fou, là, le plus fou, vous allez me dire Emmanuel Macron sur la Lune. Ou alors François Hollande sur un éléphant rose, c'est toujours les mêmes réponses. Donc, à croire qu'on n'imagine pas très loin, quoi. Parce que vraiment, François Hollande, on le connaît, l'éléphant aussi, le rose aussi, ça va pas très loin, quoi. Donc l'imagination, ça va pas très loin. D'ailleurs, on voit bien, les grands artistes le disent, ils recyclent, ils réagencent, et ils imaginent rarement du nouveau, quoi. L'intelligence, bon, ça, on est tous, on en fait l'expérience tous les jours. On se prend la tête, on n'y arrive pas, ça marche pas. Tous les grands penseurs, ils disent, j'ai une idée en une vie, j'ai une idée, quoi, nouvelle. Et la sensibilité, vous avez vu comme on est minable, médiocre, on tombe dans les pommes dès que c'est trop fort, dès que c'est trop désagréable, même quand c'est trop agréable d'ailleurs. Et puis tous les animaux nous dépassent sur les sens. À chaque fois, on est détrôné largement sur chacun des sens par une espèce animale. D'où la conclusion de Descartes, ce qui fait que j'ai en moi une puissance possiblement infinie, c'est la volonté. Donc on va pas s'en priver. Et lui, il trouve ça tellement énigmatique qu'on puisse toujours vouloir plus, qu'il dit que c'est ce qu'on a de divin. Pour Descartes, qui est croyant, la volonté est la marque du divin en nous. Parce que c'est la seule faculté qu'on peut déployer à l'infini. À la différence de l'intelligence qui plafonne, l'imagination qui plafonne, la sensibilité qui plafonne. Quand je veux, je peux toujours vouloir plus. Donc c'est magnifique, mais c'est aléatoire. Et surtout, c'est très souvent contre-productif. Parce qu'il y a plein de situations où la crispation du vouloir nous bloque complètement. Et où justement, on n'en peut plus parce qu'on mise trop sur la volonté. Et parce que trop de volonté tue la volonté et que ça va coincer. Donc, on ne sait pas trop quoi faire de cette ressource. C'est pourquoi j'ai commencé par m'en méfier. Mais voilà, j'ai une approche plurifactorielle, c'est quand même intéressant. Mais je dirais qu'il faut faire attention. C'est-à-dire, il ne faut pas que la valorisation de ma volonté me fasse me détourner de celles et ceux qui pourraient m'aider. Il ne faut pas que la valorisation de ma volonté me fasse me détourner de la contemplation de la beauté de la nature qui peut m'aider. Et il ne faut pas que j'en oublie l'abandon, qui finalement parfois est la clé. Mais pour autant, il ne faut pas que je sois dans l'absence de volonté non plus. Merci beaucoup, c'est adorable. Et donc du coup, l'idée, c'est de vouloir mieux. De vouloir mieux et pas plus. Et vouloir mieux et pas plus, ça peut vouloir dire pas vouloir tout le temps. Ça peut vouloir dire vouloir au bon moment. Ça peut vouloir dire aussi savoir cesser de vouloir, parce que c'est souvent le moment où l'effort de la volonté produit son résultat. Mais s'il n'y a pas eu d'effort de la volonté, il n'y aura pas de résultat. Mais s'il n'y a pas de cessation de la volonté, il n'y aura pas de résultat non plus. Un exemple qu'on a tous vécu, c'est je réfléchis à un truc qui me prend la tête, je trouve pas la solution, je vais marcher, j'y pense plus et je la trouve. Ben, je la trouve quand même parce que j'ai fait l'effort avant. Mais je la trouve parce que j'ai arrêté de faire l'effort. Donc, trop de volonté tue la volonté, mais la volonté est quand même une belle ressource. J'imagine que dans votre rôle d'aidant, ça peut être un art délicat. Il y a des moments où c'est pas le sujet, et il y a un moment quand même où peut-être vous le sentez, dans l'art de la relation, il y a une fenêtre, là vas-y, bats-toi. Là, faut que tu te battes. Mais pas tout le temps. Donc c'est compliqué, et c'est pour ça que bah, les grands thérapeutes, ils tentent plein de choses en fait. Si vous avez déjà rencontré un thérapeute comme ça, j'en ai rencontré un, j'ai adoré voir comment il faisait. Il tente des trucs différents en fait. Et peut-être un jour, ce qui va te donner de la force, c'est de t'oublier complètement, te décentrer complètement et de contempler un tableau ou un paysage. Et peut-être à un moment, ce qui va te faire du bien, c'est de dire vas-y là, il faut que tu te battes. Mais c'est pas une science exacte et c'est pas une loi d'airain. Donc, donc trouver de la force ou retrouver de la force ou puiser de la force, ça implique de combiner ces trois dimensions. Et dans l'accompagnement, bah, c'est un art délicat et qui demande de l'intuition, du tact,
et de surtout pas appliquer une méthode qui serait la méthode. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça me paraît très consternant, la guerre des chapelles en thérapie, et même assez, pas criminel quand même pas, mais grave pour les gens qui ont besoin d'aide. Et moi, je milite beaucoup pour l'intégration, c'est-à-dire de dire, je reçois par exemple sur France Inter des psychanalystes, mais ouverts aux thérapies comportementales, aux cognitivistes, ou ouverts aux neurosciences. Je reçois des neuroscientifiques ouverts à la psychanalyse. Et avec eux, j'essaie de militer pour qu'on soit tous ensemble dans une intégration, et surtout pas dans la guerre des chapelles, complètement sectaire. Et je dois avouer que je suis souvent très déçu par quelqu'un que j'admire, qui est par exemple d'un côté, dans les TCC, ou dans la psychanalyse, et qui, après 2 secondes où il joue l'intégration, en fait, ne supporte pas l'autre école, et se trouve en guerre, en fait. Et ça me paraît vraiment grave, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent, beaucoup de patients qui gagneraient à ce que leur psychanalyste ait été un tout petit peu formé aux neurosciences, un tout petit peu formé au cerveau et à la mémoire, ou alors beaucoup de thérapeutes comportementalistes qui gagneraient à s'ouvrir un tout petit peu à l'approche analytique. Et ça me paraît la moindre des choses. Et d'ailleurs, j'en parlais toujours avec Boris Cyrulnik, on faisait une conférence ensemble là-dessus, sur le concept de résilience complètement galvaudé, et il en peut plus, parce qu'aujourd'hui on parle d'un, je sais pas, une casserole résiliente, un dentifrice résilient, un pois chiche résilient. Et en fait, donc moi, dans mon avant-dernier livre, Vivre avec son passé, j'avais fait toute une enquête, en tant que, moi j'y connaissais rien, sur les progrès des neurosciences, et ce que ça crée comme nouvelle forme de thérapie. Et notamment, ça crée des thérapies de reconsolidation de la mémoire, où en fait, on a compris qu'on peut aller revoyager dans le passé et réexaminer des scènes traumatiques du passé pour, en quelque sorte, les revivre et s'en ressouvenir d'une manière moins traumatisante. Et ça, c'est totalement révolutionnaire. Ça veut dire qu'on va trouver de la force en réécrivant son passé pour mieux vivre avec au présent. Donc, inutile de vous dire que, pour moi, philosophe, au début, c'était horrible comme idée. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre Vivre avec son passé, je comptais écrire un livre qui aurait fait l'apologie de l'acceptation. Puisque mes livres d'avant, le rapport à l'échec, le rapport à la confiance, le rapport à la rencontre, en gros, étaient des modalités d'une philosophie de l'acceptation, philosophie du consentement. Et là, je comptais dire, en gros, bah, ton passé, il est passé, donc t'as qu'à l'accepter, c'est dur, mais c'est la seule façon de bien vivre avec. Et ben pas du tout, j'ai jeté le livre, il marchait pas. Et quand j'ai parlé aux neuroscientifiques, à Lionel Nakache, à Albert Moukébert qui est venu ici, je crois, je me trompe peut-être, ils m'ont dit, mais en fait, non, tu ne peux pas dire ça. En fait, le passé, il n'est pas objectif, et il laisse dans le cerveau des traces mnésiques qu'on peut retravailler. Parce que les souvenirs produisent des schémas de pensée, des règles de vie implicites, des vérités émotionnelles, et on sait maintenant, grâce au progrès de la science, à peu près comment dans le cerveau aller attaquer non pas le souvenir qui est introuvable, enfin pour l'essentiel introuvable, mais qui a produit des idées, des valeurs, des émotions qu'on sait retravailler. Donc je me suis dit, ben voilà, j'ai enquêté. Et j'ai fait le livre Vivre avec son passé, où je raconte comment je change de philosophie, et aussi comment je milite pour une approche intégrative. Parce que du coup, c'est hyper intéressant qu'un psychanalyste sache faire un peu de reconsolidation de la mémoire. Ça s'apprend, c'est une méthode, tout en restant psychanalyste. Et c'est là que je fais cette conférence avec Boris Cyrulnik, et où donc on parle de résilience. Et je lui raconte mes découvertes. Que moi j'ai fait 18 ans de divan comme patient, et après, comme patient, j'ai connu les thérapies des schémas, la thérapie ACT, et donc, grâce à mes névroses et mes problèmes, j'ai découvert plein de thérapies. Mais surtout, j'en ai à chaque fois fait une analyse philosophique. Et du coup, je lui raconte tout ça. Je lui dis, c'est dingue, alors, il y a la psychanalyse, il y a le comportementalisme, il y a l'hypnose, il y a l'EMDR, il y a la thérapie des schémas, il y a la thérapie ACT, acceptation et engagement. Et il me dit, très drôle, moi je fais tout. Et c'est vrai, en fait, je pense. Et c'est ça, un vrai thérapeute. C'est quelqu'un qui est hyper souple, hyper fluide, et qui va pas s'accrocher en disant, moi, mon école, c'est ça, et se battre contre l'autre, c'est grotesque. Et n'interprétez pas mal, c'est pas arrogant quand il dit je fais tout.
C'est que oui, bah, la psychanalyse, c'est de parler et de dénouer l'inconscient. Le comportementaliste, c'est de faire de l'exposition progressive à ce qui te fait peur. La thérapie ACT, c'est de demander avec quelle valeur je m'engage pour accepter le passé. Le MDR, c'est de s'habituer à une image toxique en revenant dessus. Et il n'est pas spécialiste de tout, mais en fait, il fait tout dans un accompagnement. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on trouve de la force, en étant ouvert, libre, souple, pas accroché à sa conviction, pas accroché à sa certitude. Et dans une relation d'accompagnement. C'est ça qui est dur, en fait. Et d'ailleurs, ce qui a marché hier marchera pas aujourd'hui. Ce qui a marché avec un enfant marchera pas avec l'autre. Ce qui a marché avec un patient marchera pas avec l'autre. Et donc, on est obligé d'être sollicité dans son humanité et dans sa délicatesse, dans son écoute aussi. Et peut-être que hier, ça marchait hyper bien que je te parle autoritairement et que je te dise bats-toi, et qu'aujourd'hui, ça va être un drame. Parce que j'ai rien compris, j'ai pas senti ton affect, j'ai pas été ouvert à ton émotion. Et souvent, je suis pas ouvert parce que je crois que je sais en plus. C'est qu'à un moment, ce qui fait qu'on perd le lien, qu'on perd la force, qu'on perd la relation, c'est qu'on croit qu'on a raison et qu'on a la tête qui enfle de certitude finalement. Et que finalement, bah, tout ce qui était le cœur de sa vie, être à l'écoute, aider les gens, finalement est dévoré par autre chose. Et dans cette autre chose, il peut y avoir aussi la certitude d'avoir raison, d'être dans son droit, et notamment qu'on aide quelqu'un comme ça, on soigne quelqu'un comme ça. Mais si vous avez déjà vécu ça en tant qu'accompagnant, en tant qu'aidant ou même en tant que parent, vous voyez bien qu'en fait, le secret, c'est l'humilité. Le secret, c'est de se dire, en fait, je suis pas tout puissant, toi non plus, et peut-être ce qui marchera aujourd'hui n'est pas ce qui marchait demain. Et c'est pourquoi, dans l'approche plurifactorielle que je vous propose, il y a plein de chemins. Il y a un chemin relationnel, un chemin de contemplation, de décentrement, il y a un chemin de volonté personnelle et de combativité. Et quelque part, bah, aucun chemin n'est le bon, il faut les entrecroiser, les entrelacer dans une sorte de danse un petit peu. Mais quand même, pour revenir à notre sujet et finir cette digression, bah quand même, où trouver la force? Probablement dans le mouvement par lequel je sors de moi pour revenir en moi. C'est ça qui synthétise tout, dans ce mouvement par lequel je me décentre et me recentre. Je sors de moi et reviens en moi, riche de ce voyage, riche de cet art de la relation, riche de cette rencontre du monde. Et d'ailleurs, c'était notre sujet il y a 2 ans, la rencontre, si vous étiez là. Et je me rencontre parce que je t'ai rencontré. Toi, le monde, toi, un animal qui me fait du bien, toi, un être humain, toi, un thérapeute, ou toi, une psychanalyste ou une médecin. Et, et donc, on s'aperçoit, et ce sera ma conclusion avant d'ouvrir l'échange, que on est mal élevé. On nous apprend pas ça. On nous dit, aie confiance en toi. On nous dit, développe ta volonté. On nous dit, aie de l'estime de toi. Peut-être c'est bien, mais on est élevé implicitement dans l'idée que c'est le rapport de soi à soi qui est premier. Mais comme je vous l'ai dit, à travers toute cette promenade, même la première seconde de la conscience de soi, elle passe par le fait d'interroger de manière inquiète l'œil de l'autre pour lui demander d'être rassuré, d'être réassuré, d'être validé en quelque sorte dans son inquiétude. Et donc voilà, c'est pour ça que dans mon dernier livre, qui est un livre où il y a plein de chapitres différents, mais j'ai pris ce titre-là, Où trouver la force, qui est une des questions qui m'a été posée, parce qu'elle est implicite dans la plupart des questions que les gens posent aujourd'hui. Quand c'est comment bien vivre avec un passé douloureux, c'est où trouver la force. Comment se relever après un échec douloureux, c'est où trouver la force. Comment faire avec le regard des autres trop pesant, c'est où trouver la force. Donc il m'a semblé que c'était un peu la question, et aussi par rapport au monde. Comment aller bien dans un monde qui va mal, c'est aussi où trouver la force. C'est une question qui revient beaucoup aujourd'hui. Si le monde est malade et si le bonheur relève d'un être au monde, comment je vais faire pour aller bien? Eh bien, ma réponse, c'est quand même ne pas oublier le monde, essayer de le réparer un peu, essayer d'en prendre soin, comme le disait Camus dans son discours de réception du Nobel, essayer d'empêcher que le monde se défasse et aussi revenir à soi. Et c'est donc de mouvement. La vie est mouvement. Quand on est figé, c'est qu'il y a un trauma. Et d'après les découvertes des neurosciences, il y a un énorme espoir. Il n'y a pas de raison que ça reste figé. Alors ça, c'est le cas, hein, souvent ça reste figé. Mais il n'y a pas de raison. La plasticité cérébrale est telle que il n'y a pas de raison. D'ailleurs, il y a des gens qui ont vécu un trauma euh, effarant par rapport au nôtre, et on voit bien qu'ils y arrivent à remettre du mouvement de la vie dans ce que le trauma a figé. Eh bien, c'est cet espoir-là qu'on peut porter en disant, voilà,
art de la relation, ouverture au monde, et quand même, malgré tout, retour à soi, et ce sera en deux sens, hein. Retour à soi, au sens où la force que j'ai trouvée dans les autres et dans le monde devient ma force, mais aussi retour à ma force propre, qui parfois existe, c'est que c'est indéniable, et qui peut relever de l'instinct de survie, d'une force que m'a donné mon passé, ou aussi, évidemment, parfois, dans certains cas, mais sous les conditions qu'on a posées, de ma volonté personnelle. Merci beaucoup.